Euh, donc nous avons le plaisir de continuer cette journée avec la prochaine intervention par Mathieu Cassotti, qui est professeur de psychologie et du développement à l'APSIDE, qui est le laboratoire de psychologie du développement à l'Université de Paris, qui est un laboratoire CNRS. Donc je pense que je vais lui passer la parole, comme ça il pourra nous parler de créativité aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. J'ai changé le titre déjà, parce que j'aime bien comme ça introduire quelque chose. Normalement, ça devait être juste de la créativité, mais je me suis dit non. Pourquoi j'ai parlé de l'école de la créativité? Précisément parce que, alors Desmurget n'a pas encore fait de livre sur la créativité, mais par contre, il faut savoir que la vidéo qui est la vidéo TEDx qui a été la plus visionnée au monde, c'est une conférence sur la créativité et qui explique que l'école tue la créativité. Donc ça va faire partie en fait, des questions qu'on va se poser. Est-ce que l'école tue la créativité? Quand on tape sur les profs, généralement, ça se vend bien. Cette vidéo, je pense, fera beaucoup moins de vues que ce qu'a fait notre collègue qui ne s'appuie pas sur des données scientifiques. Je fais de la psychologie du développement, donc ce qui va m'intéresser, c'est les changements. C'est les changements. Ce matin, on a vu des changements dès les nourrissons. En réalité, le développement, ça commence même in utero. Mais le développement, c'est ce qui va s'intéresser au changement de la conception jusqu'à la mort. En réalité, ce n'est pas tout à fait vrai. Nous, on s'intéresse beaucoup à ce qui se passe de l'enfance jusqu'à l'adolescence. Mais parce qu'il faut que je vous parle du coup de cette période un petit peu particulière et qu'on a déjà un certain nombre d'idées, des préconçus en fait sur ce qu'est le développement et qu'on vient de manger et que vous êtes fatigué, je vais en profiter pour vous proposer un petit problème de raisonnement. Vous allez me dire quel est le rapport avec la créativité, je vais vous expliquer tout de suite derrière. C'est pas trop compliqué, hein. J'ai essayé de choisir quelque chose d'accessible, ne vous inquiétez pas. Dans un pot, il y a un haricot magique. Chaque jour, le haricot double de taille. S'il faut 24 jours pour que le haricot atteigne sa taille définitive, combien de jours faudra-t-il pour que le haricot fasse la moitié de sa taille définitive? Là, normalement, que vous ayez la bonne réponse ou pas la bonne réponse, il y a une idée qui vous est venue spontanément à l'esprit. C'est-à-dire que quand on vous dit la moitié d'un truc, généralement, ce que vous faites comme opération arithmétique, c'est que vous divisez. Donc vous divisez, et donc normalement, la première réponse qui vous vient à l'esprit, 24 divisé par 2, 12. On est d'accord. En réalité, là, ce n'est pas tout à fait ce qui se passe, puisqu'on vous dit, on vous précise, on a choisi un problème précisément dans lequel cette opération automatique qu'on nous apprend dès l'école primaire ne fonctionne pas. Le psychologue aime trouver des petites situations perverses comme ça pour générer des pièges. Donc le piège, c'est qu'ici, effectivement, on vous dit qu'il double de taille chaque jour. Et dès lors qu'il double de taille chaque jour, la veille, en fait, il était à la moitié. Donc la bonne réponse ici, c'est 23. Et vous allez me dire, et ça, pour vous, vous dites, ok, bon, d'accord, il y a des gens qui réussissent pas ce type de tâche, c'est un piège, ok. Pour le psychologue du développement, c'est hyper embêtant. C'est hyper embêtant parce que vous êtes des adultes, vous avez atteint normalement le stade hypothético-déductif selon un certain nombre d'auteurs, vous êtes normalement parfaitement capable de résoudre ce type de situation. Et pour autant, que vous soyez ici avec nous ou que vous soyez dans une grande université ou prix Nobel, vous allez tomber dans des pièges massifs où tous vous allez penser à une solution qui précisément n'est pas la bonne solution. Et donc l'enjeu pour la psychologie du développement, c'est d'essayer de réconcilier ça, des incompétences tardives, donc des difficultés que prédisaient pas en fait les modèles initiaux du développement, et ce que vous a présenté ce matin Olivier, à savoir des compétences précoces, c'est-à-dire des capacités qu'ont les bébés qu'on ne supposait pas dans les modèles initiaux du développement. Et donc, tout ça pour vous dire qu'en réalité, en fait, aujourd'hui, on pense le développement de manière un tout petit peu plus turbulente. C'est pas quelque chose de linéaire. C'est pas les enfants sont moins bons que les adolescents et qui sont moins bons que les adultes. On n'a pas un développement linéaire de l'ensemble des choses. Il peut arriver parfois, comme vous, que vous ayez les compétences logiques, que vous soyez capable en fait de résoudre et de penser le problème, et que dans le même temps, vous ne soyez pas capable de l'exprimer. Et pourquoi vous n'arrivez pas à l'exprimer? Tout simplement parce que vous avez développé des automatismes qui vont vous tromper. Alors, j'avais prévu un autre petit problème, un tout petit peu plus compliqué, mais je ne vais pas vous le faire là, je vous le ferai plus tard si vous voulez, mais celui-ci, généralement, pendant 1h30, il y a des étudiants qui rament encore pendant la présentation, donc je me suis rendu compte que pédagogiquement, c'était une grosse erreur pour ce que j'étais en train de dire.
Mais après, je vous le montre, il n'y a pas de souci, on en discute et ça me permet de gagner de l'argent en plus systématiquement avec les étudiants, mais c'est juste pour ne pas perturber le discours. En gros, aujourd'hui, on est sur des modèles du développement, en tout cas qu'on développe dans notre laboratoire, où va plus y avoir en fait des compétitions entre des stratégies différentes. C'est-à-dire qu'avec l'expérience, avec l'usage, on va développer des automatismes. Ces automatismes, ils marchent dans 99% des cas. Ça fonctionne très très bien. C'est extrêmement bien que l'apprentissage nous permette d'avoir ces automatismes. Mais il existe des situations où justement ces automatismes de raisonnement, de pensée, de décision vont nous conduire à des pièges et à des erreurs. Et donc pour pouvoir résister à ces automatismes, on va devoir aller voir d'autres classes de processus. Donc tout ça paraît un petit peu abstrait pour le moment, mais je vais essayer de vous l'illustrer au fur et à mesure. Et j'ai choisi bien évidemment l'exemple de la créativité, mais tout ce type de modèle qui nous permet de penser à la fois pourquoi vous êtes trompé. Si vous êtes trompé, ce n'est pas que vous n'avez pas la compétence, c'est que vous n'êtes pas capable de résister au piège. Et que c'est beaucoup plus difficile de résister au piège. Mais ça, c'est un autre processus sur lequel on va pouvoir travailler. Et tous ces modèles qui montrent que les enfants peuvent parfois être meilleurs que les enfants plus âgés, parfois moins bons, parfois avoir des difficultés transitoires qui vont pouvoir lever plus tard, tous ces modèles un petit peu moins linéaires, mais beaucoup plus dynamiques, ce sont les modèles actuels du développement. Et je vais vous l'illustrer avec la question de la créativité, mais gardez à l'esprit, en réalité, que dans le laboratoire dans lequel je suis, moi je travaille sur la créativité, mais d'autres travaillent sur le nombre, le traitement quantitatif des objets, la catégorisation, le traitement qualitatif, le raisonnement, la prise de décision, les théories de l'esprit, et qu'à toutes ces échelles, à toutes ces étapes en fait, de l'architecture cognitive que va pouvoir développer un enfant, on va pouvoir retrouver ces situations où la clé, c'est pas forcément d'avoir la compétence, c'est de résister à un piège. Et donc ça, c'est un autre processus dont on va parler. Et quand je vous dis à toutes les étapes, c'est-à-dire que même pour les acquisitions scolaires, hein, c'est-à-dire que sur les problèmes de type Louise a 25 billes, elle a 5 billes de plus que Léo, combien Léo a-t-il de billes? Là aussi, le problème, je vous laisse un peu de temps, je sais que je vais vite, hein, je vais plus vite qu'Olivier tout à l'heure, hein, j'ai un débit de parole plus rapide, mais je sais qu'il faut que je vous laisse un petit peu digérer. Le problème ici, c'est qu'on vous a appris que quand il y a plus, il faut faire une addition. Ça marche très souvent, quand vous apprenez à l'école qu'il faut, dès qu'il y a un plus, tu fais une addition, dès qu'on te dit le mot plus, tu fais une addition, dès qu'on te dit le mot moins, tu fais une soustraction, c'est quelque chose qui est hyper adaptatif, sauf là. Là, ça ne marche pas du tout. Pour atteindre la bonne réponse, il y a un plus, mais il va falloir faire la soustraction. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas capables de faire la soustraction, c'est que le problème a induit un automatisme auquel il va falloir résister. Donc ils ont la compétence, ils sont capables de le faire, mais ils ne sont pas capables de résister, ou en tout cas ils ont un défaut de résistance à un piège. Je les mange et exactement le même problème, c'est-à-dire que chaque fois que vous avez un lait, vous mettez un S. On vous apprend ça. On vous apprend ça. Vous avez un lait et on automatise un certain nombre de choses. C'est très performant, c'est très utile. Mais là, vous vous retrouvez dans une situation où, précisément, ça ne fonctionne pas. Donc, on va créer des routines comme ça et des automatismes qui sont très performants la plupart du temps, mais dans certaines situations, ne fonctionnent pas. Et bien, c'est exactement pareil pour la créativité. C'est-à-dire que vous allez créer des automatismes pour pouvoir résoudre des problèmes qui, la plupart du temps, fonctionnent très bien. Mais, comme on vous demande d'être créatif, vous allez voir que ce n'est pas ce qu'on va vous demander, vous allez devoir faire autre chose. Alors, est-ce que l'école tue la créativité? C'est un petit peu le débat qu'on va avoir. En réalité, non, l'école ne tue pas la créativité, on ne peut pas résoudre ça comme ça, et toutes les données qui existent sur ce sujet ne sont pas des données scientifiques. En tout cas, tout ce qui a été dit sur les enseignants qui seraient mauvais et qui brideraient la créativité, en réalité, ce n'est pas le cas. Et d'ailleurs, on s'en rend bien compte, c'est-à-dire que l'école, je ne sais pas trop ce que c'est, mais on voit bien que même les individus qui sortent de l'école ou qui continuent au fur et à mesure à l'école parviennent à être créatifs. Est-ce que l'école stimule vraiment la créativité? Ça, c'est un autre débat. Mais est-ce qu'elle la tue? Pas forcément, et je vais essayer de vous démontrer un petit peu comment on peut justement faire en sorte de la stimuler un petit peu mieux. Alors déjà, je sais que vous avez tous entendu parler de créativité ici. Je sais que vous avez des connaissances sur la créativité, que vous avez des représentations de la créativité, donc je vais essayer au moins de discuter un petit peu d'abord d'une définition, parce qu'en psychologie, on s'est mis d'accord sur une définition usuelle qui n'est peut-être pas forcément la vôtre. Bien sûr, quand vous parlez créativité, on est ici pour le cinéma, on parle créativité artistique. La créativité dans le cinéma, elle est partout. Elle est à l'origine de l'idée, de l'histoire qu'on va pouvoir raconter, de la façon dont on va pouvoir la raconter, des techniques qu'on va utiliser. Donc la créativité est partout, et bien évidemment la créativité artistique en fait partie. On peut aussi avoir la créativité à l'école, c'est-à-dire qu'on leur demande de raconter des histoires. On leur demande de rédiger des rédactions, donc à l'école, on leur demande de résoudre créativement un certain nombre de problèmes. Par exemple, là, je vous ai mis, mais ça fait partie des tâches sur lesquelles on va revenir. On peut essayer de moderniser le conte du petit chaperon rouge. Donc, on part d'une histoire classique et on essaye de les pousser à créer quelque chose, une œuvre unique qui serait la leur.
Et on a PISA. PISA, alors on est mauvais en maths en France. On ne sait pas encore si on est mauvais en créativité parce que les résultats ne sont pas encore sortis. Mais PISA va intégrer la question de la créativité. On va pouvoir savoir si on a de quoi se réjouir. Mais eux, ils vont s'intéresser à tout ce qui est résolution de problèmes pour lesquels il n'existe pas une solution évidente. Ou que cette solution n'est pas forcément celle qu'on recherche. Vous allez voir, je pose beaucoup la question de la résolution de problèmes, mais c'est parce qu'à l'école, par contre, on nous apprend beaucoup à trouver la solution au problème qui a été posé. Dans le champ de la créativité, on va essayer de dépasser un petit peu cette chose-là, c'est-à-dire que la solution, il ne s'agit pas de décider et de choisir parmi un ensemble de solutions qu'on nous propose. Il s'agit d'être en mesure de la créer, de la générer. Et quand on va générer quand on va générer cette solution, peut-être qu'elle va remettre en question le problème lui-même. Et donc ça, c'est quelque chose qui, pour le coup, n'est pas beaucoup permis à l'école, mais sur lesquels on va pouvoir travailler. Alors, tout le monde a entendu parler de la créativité, mais si vous interrogez des enseignants, ils vont plus vous dire qu'ils sont intelligents que créatifs. La créativité est une espèce de trait de personnalité pour un certain nombre de personnes, où il y aurait des gens qui seraient créatifs et des gens qui ne seraient pas créatifs. En réalité, ce n'est pas la façon dont nous, on conçoit la créativité, c'est-à-dire qu'on est parti, alors c'est un postulat de base, on est parti du fait qu'on a tous le même cerveau et qu'on est tous en mesure d'être créatifs à notre échelle ou à un moment donné. Et que les processus qui permettent d'être créatifs ou à certains individus d'être plus créatifs qu'un autre, ce sont les mêmes, quel que soit le cerveau. C'est un postulat de l'approche cognitive de la créativité qui permet en fait de se poser la question de la créativité chez tout le monde. Et donc vraiment de pouvoir identifier un petit peu ce qui se passe dans la tête des gens. Et l'approche cognitive de la créativité a identifié qu'être créatif, c'est pas si évident que ça, et que tout le monde n'y arrive pas spontanément parce que justement, ça demande un effort, ça demande un travail. On va sortir du stéréotype de la personne créative qui est sous alcool, sous acide ou je ne sais quelle autre drogue. Je n'ai jamais eu les autorisations éthiques pour faire ce genre de choses. J'aurais rêvé, mais on ne m'a jamais donné l'opportunité de faire ce genre de choses. Si vous avez des conseils pour pouvoir le faire, j'adorerais pouvoir le faire. Là, on est dans de la résolution de problèmes créatifs, de voir comment les gens parviennent à sortir du cadre. Créativité, je vous ai dit que je vous donnerais une définition, je ne vous l'ai pas donnée parce que je l'ai oubliée, mais c'est la capacité à produire, à donner une production qui peut être très variée, qui soit à la fois originale, donc nouvelle, mais adaptée au contexte. On pourrait discuter pendant des heures de ce que veut dire adapté au contexte ou original, mais c'est la définition consensuelle qu'on vous a donnée. Alors, tout à l'heure, on disait qu'il y avait des concepts qui étaient très anciens. Le premier concept qui va m'intéresser, c'est ce qu'on va appeler la question de la fixation. Et je commence avec le problème de la bougie. Alors, je vous donne la solution, comme ça tue un peu le truc. Vous l'avez peut-être déjà vu, mais c'est très ancien. C'est une approche qui date des années 40. On donne en fait du matériel au sujet, on lui donne une bougie, une boîte de punaises et une boîte d'allumettes. Et le but du jeu, c'est d'accrocher en fait à un mur. Vous avez un mur qui est en liège, en fait, d'accrocher cette bougie de façon à ce que quand on va allumer la bougie, la cire ne tombe pas sur la table. Quand on le présente, comme je vous l'ai présenté en haut à gauche, en fait, il y a quasiment il y a 70% des sujets qui ne réussissent pas cette tâche-là. Ils ne parviennent pas à réussir cette tâche-là. Pourquoi ? Parce qu'on leur a présenté la boîte de punaises. Et cette boîte, ils la voient comme simplement un outil permettant de contenir les punaises, mais pas comme un outil qu'on va pouvoir utiliser, par exemple, dans la solution que je vous ai donnée, comme une plateforme. C'est-à-dire que le fait d'avoir amorcé la fonction de l'objet comme étant une boîte qui contient les punaises va entraver en fait leur capacité à résoudre le problème. Dans une autre condition dans laquelle on a mis les punaises d'un côté et la boîte de l'autre, là, il n'y a pas de souci. Tout le monde atteint la solution, ou quasiment tout le monde atteint la solution. Donc là, ce qu'on a mis en évidence, c'est qu'il existait des effets de fixation. C'est-à-dire qu'on va être fixé, alors c'est un effet de fixation sur la fonction de l'objet, sur la fonction usuelle de l'objet, et cette fonction usuelle de l'objet, on peut l'amorcer, on peut la renforcer, et ça va venir contraindre en fait notre capacité à résoudre le problème. Même si là, il n'y a pas besoin de compétences extrêmement importantes, c'est vraiment juste de pouvoir utiliser cet objet d'une autre façon. Et donc on va beaucoup parler de fixation et je vais quand même vous présenter un petit peu ce qui se passe chez les enfants. Alors on n'a pas utilisé de bougie, on n'a pas utilisé de punaise, on a utilisé une autre petite tâche. La tâche était très simple, c'est-à-dire qu'on donnait du matériel à l'enfant et il y avait deux poupées, une qui était sur une étagère et une qui était sur une table. Il fallait construire en fait un échafaudage qui permettait à une des poupées de monter de façon à rejoindre son ami.
Deux possibilités, soit vous aviez une situation dans laquelle il y a des cubes en polystyrène qui sont présentés à l'extérieur d'une boîte de carton, soit ces cubes de polystyrène sont présentés dans la boîte de carton. Et donc automatiquement vous dites, ok, on retrouve un peu les mêmes idées qu'on avait chez Duncker, c'est-à-dire que cette boîte de carton, elle va dans un cas être amorcée comme étant juste là pour contenir en fait les objets, et dans un autre cas, elle devient un objet qu'on va pouvoir utiliser. Et donc, je vous le mets dans le mille, pour réussir cette tâche-là, il faut effectivement retourner la boîte, parce que sinon, en fait, les cubes en polystyrène ne fonctionnent pas. Et là où ça devient très intéressant, c'est le résultat développemental, et qui nous permet de rebondir sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, à savoir que le développement n'était pas nécessairement linéaire. Pourquoi ? Tout simplement parce que chez les enfants de 6 ans et les enfants de 7 ans, on va retrouver cet effet de fixation fonctionnelle. C'est-à-dire que quand on amorce la fonction usuelle de l'objet, ils ont des difficultés à utiliser cet objet d'une autre façon. C'est vrai à 6 ans, c'est vrai à 7 ans. Par contre, ce n'est pas vrai à 5 ans. À 5 ans, quelle que soit la condition, ils sont parfaitement capables d'utiliser, même si on a amorcé la fonction usuelle de l'objet, ils sont parfaitement capables d'utiliser cet objet d'une façon non usuelle. Et ils sont aussi performants que les enfants de 7 ans. Donc vous voyez, ce développement qu'on voit complètement linéaire, en réalité, il est beaucoup plus biscornu. Pourquoi les enfants de 5 ans ont plus de facilité? Est-ce que c'est parce qu'ils sont plus à même de résister au piège? Ça, c'est peu probable compte tenu de ce qu'on sait des processus qui permettent de résister, et justement de cette résistance cognitive qui est ce qu'on appelle l'inhibition cognitive, mais je reviendrai dessus. En fait, ce qui se passe ici, c'est qu'ils n'ont pas le piège. C'est-à-dire que certainement le jeu qu'ils font avec les objets, ils connaissent les fonctions des objets, mais ils n'ont pas la même fixation sur la fonction usuelle des objets parce qu'ils peuvent jouer plus facilement. Et ça, dans certaines situations, le fait d'être moins fixé, d'être moins bloqué, ça procure un avantage aux enfants. Parce que les adultes ou les personnes plus âgées, eux, ils vont être fixés, ils vont être bloqués sur une façon particulière de voir le problème ou la fonction des objets, et ils vont devoir s'en extraire. Et ça, c'est un processus qui est très coûteux. Donc les enfants, parfois, ont plus de facilité. Ça ne veut pas dire que les enfants deviennent créatifs. Je ne voudrais pas non plus qu'on crée une autre fausse information. Les enfants, à ce que je sais, n'ont pas pu non plus créer des fusées ou ce genre de choses, et les enfants ne sont pas tous créatifs. Mais dans certaines situations, le fait d'être moins fixé procure un avantage pour pouvoir s'extraire du problème. Alors vous me direz, là on est dans la résolution de problèmes, est-ce qu'on peut passer un tout petit peu plus à des choses un tout petit peu plus créatives? Alors je commence par celle-là et je sais que justement je crée des résistances à chaque fois. On va parler un petit peu de conception. Alors j'aime bien parler de créativité, mais en réalité ce qui m'intéresse c'est plutôt la conception. C'est-à-dire pas uniquement la résolution de problèmes, je choisis une solution, mais je pars d'un problème initial qui a certaines ambiguïtés, certaines parts d'inconnu, et je vais travailler sur une exploration des solutions possibles à ce problème qui vont peut-être remettre en question un certain nombre de choses, le problème lui-même. Donc si je vous demande de concevoir une chaise de camping légère et bon marché, il y a de grandes chances que dans votre tête, il y a un certain nombre d'exemples qui existent. Vous avez tous, alors vous n'avez pas tous fait du camping, vous avez tous forcément déjà vu des chaises qui vous venaient facilement. Des chaises à 2 pieds, des chaises à 3 pieds, des chaises... Et une des difficultés, ici, c'est que pour pouvoir sortir du cadre, il va falloir s'extraire de ce que vous connaissez déjà des chaises. Et là, je vous ai donné la solution parce que j'ai malencontreusement inversé mes 2 slides. Normalement, il y avait un effet de suspense quand même sur... Mais une des possibilités, ce n'est pas la possibilité, je ne dis pas que c'est la bonne réponse, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu comment on peut remettre en question le problème lui-même, c'est ce que vous avez à droite. Ceci est une chaise. En fait, dès lors que vous retirez en fait, les pieds à une chaise, vous vous rendez compte que vous pouvez vous asseoir par terre. Mais pourquoi vous ne vous asseyez pas par terre? Tout simplement parce que si vous n'avez pas la souplesse que nous pouvons avoir avec Olivier, tous les deux, c'est vrai qu'on est très souples. Si vous n'avez pas notre souplesse extraordinaire, c'est hyper inconfortable en fait. Donc là, vous allez chercher pourquoi c'est inconfortable. C'est inconfortable parce que vous ne pouvez pas vous maintenir. Et dans ce processus de conception, vous allez pouvoir aller chercher des choses qui vous permettent de vous maintenir et d'être hyper confortablement installé. J'en ai pas ramené ici parce que je n'en ai pas, parce qu'en fait, elle n'est pas si bon marché que ça, ils la vendent super cher. Mais c'est hyper agréable, je l'ai déjà testé, c'est hyper agréable. Ceci est une chaise. Ça veut dire que j'ai remis en question, j'ai rediscuté l'identité de l'objet lui-même. Je suis convaincu qu'il y a énormément d'exemples au cinéma où on va avoir un réalisateur qui va briser des règles au point de remettre en question le genre lui-même ou la façon même de reprendre, de raconter une histoire ou de faire des choses. Ben, c'est exactement le même processus, c'est un processus de conception où on va briser des attributs de l'objet.
Voilà, j'ai retiré la solution. Vous voyez un petit peu, il fallait mettre dans l'autre sens. Hein, je ne sais pas ce que j'ai fait. Alors tout à l'heure, on demandait qui était l'œuf ou la poule. Nous, on passe notre temps à lancer des œufs. Plus certains lancent la poule aussi. Ça fait partie des solutions qui existent aussi. Mais quand il s'agissait en fait de trouver des tâches de créativité qui permettent d'introduire à la fois une résolution de problème et à la fois la nécessité d'aller chercher plein d'idées différentes et d'aller vers des idées impossibles, on a utilisé une tâche qui prend en compte la question de l'œuf. Elle est très simple, cette tâche. Faire en sorte qu'un œuf de poule lâché d'une hauteur de 10 mètres ne se casse pas. Elle est simple, vous ne l'avez jamais fait, ou si vous l'avez déjà fait, c'est a priori, les gens ne passent pas leur vie à faire ce type de tâche-là. Par contre, vous avez tous une expérience, ou plein d'expériences dans votre vie antérieure, enfin pas dans votre vie antérieure, dans votre vie, dans votre vraie vie, vous avez des expériences de comment faire en sorte que quelque chose de fragile, comme un œuf, ne se casse pas. Et donc, automatiquement, on pourrait faire l'essai, hein, mais je l'ai fait sur des milliers et des milliers de personnes sur plusieurs continents, donc j'ai aucun doute des résultats. Automatiquement, et c'est pour ça qu'on a choisi cette tâche, vous avez des solutions qui vous viennent à l'esprit. Vous n'avez pas besoin de compétences en ingénierie de base pour pouvoir avoir ces solutions. La plupart du temps, les deux types de solutions qui viennent le plus rapidement, c'est de protéger l'œuf. Donc protéger avec plein du papier bulle, des choses, enfin on protège. On peut amortir la chute. Donc vous avez tous les matelas, les tapis de plumes, les piscines, tout ce que vous voulez. Et vient un tout petit peu après, mais vient aussi beaucoup chez les adultes, la question de ralentir la chute. Donc les parachutes, les montgolfières, etc. Toutes ces solutions, elles sont efficaces. Elles viennent rapidement. Notre système cognitif est merveilleux pour ça. C'est-à-dire que vous avez un problème que vous n'avez jamais rencontré, vous êtes capable, par une analogie proche, de trouver en quelques secondes 3 ou 4 solutions qui vous viennent et dont vous savez en plus qu'elles sont efficaces. Elles sont efficaces dès lors qu'on ne vous demande pas d'être créatif. Parce que si vous êtes une centaine dans la salle et que la centaine va proposer, en pensant que c'est créatif, les mêmes types de solutions, ce n'est pas vraiment original. Et donc il va falloir sortir de tout ça. Et il y a plein d'autres solutions qu'on peut explorer. On a fait tout un travail sur comment on pouvait explorer. Je vous dis, j'ai eu des œufs congelés chez moi donc il y a plein de types de solutions qu'on peut faire et qui demandent d'aller chercher des connaissances un petit peu différentes. Ce rapport à la connaissance, on pourra en discuter aussi, il est extrêmement important dans les situations de conception. Mais bien sûr que vous pouvez changer les propriétés naturelles de l'œuf. Vous pouvez le congeler, vous pouvez le cuire. Certains y pensent, parce qu'on dit d'un œuf cuit qu'il est dur, donc ça vient un tout petit peu plus facilement. Vous pouvez dresser des oiseaux pour les rattraper, vous pouvez changer l'environnement, vous pouvez utiliser les propriétés naturelles de l'œuf. En réalité, l'œuf a des propriétés de résistance extraordinaires. Vous pouvez faire passer des voitures sur un œuf dès lors que vous utilisez ces propriétés de résistance. Donc il y a toute une classe de solutions qui existent, mais qui sont beaucoup moins explorées par les gens parce qu'on a tendance à être hyper fixé, c'est-à-dire que entre 80 et 90% des réponses vont être en fait sur ces 3 catégories de fixation, et toutes les autres solutions sont beaucoup moins explorées. Peut-être parce qu'ils se disent qu'elles sont moins efficaces. Et vous me direz, oui, la créativité, si ce n'est pas avec l'efficacité, ça ne sert à rien. Sauf que là, on est dans une étape où on va diverger. On est dans une étape de génération. Si on commence déjà à se dire, je ne génère que des trucs qui sont efficaces, autant arrêter le processus créatif directement. C'est-à-dire qu'au départ, il faut être en mesure de pouvoir explorer. Et tout à l'heure, on parlait de l'imaginaire. En fait, tout ça ne vient pas de n'importe où. C'est-à-dire qu'à l'école des mines, ils ont développé en fait un modèle justement de conception innovante qui permet justement de penser le raisonnement créatif et le raisonnement génératif, à la fois de constater comment il s'est créé, mais aussi de pouvoir faire ce genre de cartographie, avec 2 espaces qui me semblent hyper intéressants. Un espace des connaissances, dans lequel effectivement on peut se poser la question, est-ce que c'est faisable, est-ce que c'est pas faisable, est-ce que ça existe, est-ce que ça n'existe pas, le statut de connaissance, qui est un statut de vérité, logique, vrai, faux. Ça, il n'y a pas de souci. Et un espace d'imaginaire, dans lequel ces choses-là, en fait, on ne se pose pas la question. On ne se demande pas si ça existe ou si ça n'existe pas. Et en naviguant entre les 2 espaces, c'est-à-dire en allant dans cet espace d'imaginaire pour aller chercher des concepts, pour créer en fait ce qu'on appelle des expansions, c'est-à-dire essayer de briser des attributs classiques d'un objet, comme tout à l'heure, une chaise sans pied. Une chaise sans pied, ça n'a pas de sens. Si vous arrêtez à ça, vous ne faites rien. Mais si vous commencez à vous poser la question, ok, j'ai une chaise sans pied, qu'est-ce que ça crée comme connaissance? Pourquoi je ne vais pas m'asseoir par terre? Là, vous allez chercher des connaissances différentes qui vous permettent de revenir affiner votre concept derrière. Et donc, c'est tout ce dialogue entre l'espace des imaginaires et des connaissances qui permet le raisonnement de conception.
Et donc, c'était une grande parenthèse pour vous dire que les gens, ils sont fixés et qu'on peut cartographier et identifier ces éléments de fixation. Ils existent pour la tâche de l'œuf. En fait, en réalité, ils existent pour beaucoup de choses, dans toutes les situations industrielles. Si vous voulez faire une voiture, il n'y a rien de plus fixant qu'une voiture. C'est-à-dire que vous allez voir des ingénieurs vous dire on va essayer de créer une voiture différente. En réalité, ils vont toujours finir par vous mettre le moteur au même endroit, les choses, etc. Ça a conduit parfois à des aberrations. Par exemple, le véhicule électrique, au départ, révolution du véhicule électrique, il ne fait pas de bruit. Sauf que dans les interactions avec les piétons, c'est un problème parce que les piétons, en fait, ne regardent pas, ils écoutent. Donc, il se faut renverser par des véhicules électriques. Première solution proposée, pour vous montrer un peu l'idée de la fixation, rajoutons des haut-parleurs qui vont générer le bruit d'une voiture normale. Et vous vous dites, il y a quelque chose qui manque. On a fait beaucoup de travaux avec les industriels aussi pour montrer comment justement ces industriels étaient fixés et comment des collectifs d'acteurs, sans s'en rendre compte, alors même qu'ils ont tout ce qu'il faut, de l'argent, tout ce qui d'habitude fait blocage en fait aux institutions, donc de l'argent, un fort enjeu sociétal et des acteurs qui ont envie de s'investir, ne parviennent pas à innover. Mais en réalité, on s'est rendu compte que c'est que les blocages n'étaient pas institutionnels, ils étaient cognitifs. Et donc, les gens avaient tendance à être fixés sur un certain nombre d'idées peu créatives. Je gère hyper mal mon temps, et comme on a débuté en arrière, on a débuté en retard, je ne sais absolument pas quand je dois terminer, donc faites des signes. Les enfants. Je vous ai dit tout à l'heure que les enfants n'étaient pas forcément fixés de la même manière que les adultes. C'est vrai aussi pour la tâche de l'œuf. Alors, les enfants, là c'est des enfants de 10 ans, mais on l'a fait chez des enfants un petit peu plus jeunes, les enfants, comme les adultes, vont penser à amortir la chute et protéger l'œuf. Avec parfois des réponses qu'on n'avait jamais eues chez les adultes, qui montrent aussi le rapport avec les connaissances qu'ils ont. Pour protéger l'œuf, ils utilisent beaucoup le papier d'aluminium. Je ne sais pas pourquoi. Le papier d'aluminium, on ne l'a pas du tout chez les adultes, mais il a des propriétés de résistance incroyables pour eux. Par contre, ils n'ont pas du tout pensé, ou quasiment pas, et ça on l'a répliqué plein de fois, les enfants de 10 ans en fait ne pensent pas à ralentir la chute. Pas du tout. C'est-à-dire que ralentir la chute, ce n'est pas quelque chose qui leur vient. Alors, c'est certainement parce que, justement, il y a des structurations de connaissances autour de la chute des corps, de la gravité, etc., qui sont encore en construction à ces âges-là. Ils connaissent les parachutes. Ce n'est pas une question de « je ne connais pas, jamais vu ». Non, ils connaissent les parachutes. C'est juste qu'ils n'ont pas développé, en fait, cet automatisme, cette stratégie automatique de l'utiliser pour pouvoir protéger quelque chose de fragile. Ce n'est pas encore un automatisme chez les enfants. Mais je vous assure qu'ils connaissent complètement ce que c'est qu'un parachute ou ce genre de choses. Ce qui est marrant, c'est qu'on voit aussi la fragilité des connaissances qu'ils ont, parce que les enfants, c'est les seuls à nous avoir dit des choses du type « vous avez qu'à le lancer, mais doucement ». Ça, on ne le retrouve pas chez les adultes. Chez les adultes, il y a des choses beaucoup plus évoluées, c'est-à-dire que quand ils commencent à sortir du cadre et quand ils commencent à prendre plaisir aussi à sortir du cadre, c'est-à-dire que le blocage il est initial, si on leur laisse un peu de temps, s'ils se permettent des choses, ils sont capables d'aller beaucoup plus loin. Il y en a certains qui nous ont dit il suffit de le lancer de 11 mètres. Il va parcourir les 10 mètres, il ne va pas se casser. Vous voyez, ce genre de choses. Il y en a qui vont plus loin, il y en a qui nous disent statistiquement il y a une chance non nulle pour qu'il ne casse pas à 10 mètres. Donc on le laisse faire. Et vous voyez, c'est comment on joue avec le problème lui-même. Ça ne veut pas dire que la solution qu'on va trouver est beaucoup plus originale, elle est originale, mais qu'elle est forcément meilleure, mais elle est différente. Et donc là, ce qu'on est en train de chercher pour le moment dans cette étape-là, c'est de la différence et de l'originalité. Bon, comment essayer de sortir un petit peu du cadre, comment essayer de... Elle est très belle cette slide blanche que j'ai mis au milieu. Je découvre mon PowerPoint au fur et à mesure. Comment sortir justement aider les gens à être créatifs. Une des choses qu'on fait souvent pour la résolution de problèmes à l'école, c'est qu'on donne des exemples. Donner un exemple, c'est ce qui permet de se représenter mieux le problème et de pouvoir explorer des choses. Et d'ailleurs, quand on a été voir les profs eux-mêmes, je vous parlais tout à l'heure du petit chaperon rouge, ils nous disaient, oui, nous aussi, on donne des exemples. Et par exemple, quand on leur demande de moderniser le conte du petit chaperon rouge, les enfants, ils sont en CM1, c'est leur première rédaction, ils sont complètement tétanisés, on leur demande d'être créatifs, ils n'ont aucune idée de ce que ça représente, ils n'ont aucun outil cognitif ou aucun outil qu'on leur a transmis pour pouvoir penser ce type de problème. Donc, page blanche. Que fait l'enseignant? Bien évidemment, il leur dit, par exemple, il peut être vert. OK. Là, ça marche. Ça débloque quelque chose. Du coup, on a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel derrière. C'est-à-dire que vous avez des petits chaperons violets, des petits chaperons bleus. Vous allez avoir tout un tas d'exemples, tout un tas de solutions qui vont reprendre en fait les caractéristiques de l'exemple.
Et ça fait écho à quelque chose en fait qu'on connaît en psychologie cognitive, c'est-à-dire qu'il y avait des travaux, initialement chez l'adulte, qui montraient que quand on donnait un exemple, on avait tendance à renforcer la fixation. C'est des travaux qui montraient que quand on demandait par exemple à des gens de créer un nouveau jouet, et qu'on leur donnait des exemples de jouets qui avaient différentes caractéristiques communes, par exemple la présence d'une balle, on leur disait surtout, tu fais quelque chose de très différent de tout ce qu'on t'a montré, ils faisaient un truc avec une balle. C'est-à-dire que le fait de présenter des exemples en fait, avait tendance à créer une fixation et même renforcer la fixation, donc empêcher en fait, l'exploration de choses vraiment différentes. Mais il y avait aussi d'autres études qui montraient qu'en réalité, l'exemple peut aussi être une source d'inspiration. Donc je place ce petit mot comme ça, inspiration, qui permet effectivement de dépasser, et certains montraient qu'il y avait des effets de stimulation. Donc on s'est dit, peut-être en fait, c'est pas tant de donner un exemple, c'est plutôt la nature des exemples qu'on va donner. C'est-à-dire que si les exemples, ils sont dans les catégories classiques, les choses habituellement rappelées, donc plutôt à gauche, les exemples de type protéger l'œuf, ralentir la chute, etc., un parachute ou ce genre de choses, effectivement, il y a de grandes chances que ça renforce la fixation et que ça bloque en fait encore plus les individus. Si par contre on va chercher des exemples un petit peu plus originaux, peut-être que là on va stimuler quelque chose. Donc on s'est dit, c'est pas tant l'exemple, c'est la nature de l'exemple, à savoir s'il est dans les catégories de fixation ou en dehors des catégories de fixation. Et donc on a expérimenté sur ce sujet, d'abord chez l'adulte, c'est-à-dire qu'on a présenté cette même tâche de l'œuf, sauf qu'on leur a donné un exemple. Soit on leur a dit, un des exemples possibles, c'est d'utiliser un parachute, soit on leur a dit, un des exemples possibles, c'est d'utiliser, de congeler l'œuf, ou comment dire, on avait aussi fait une autre condition avec le fait d'attraper l'oiseau au vol, qu'un oiseau attrape l'œuf au vol. Bref. Quand on donne ça en fait aux gens comme condition avec simplement un exemple, on a des effets qui sont opposés. C'est-à-dire le fait de donner l'exemple classique du parachute réduit en fait l'originalité. Alors il y a plein de façons de mesurer l'originalité des idées. J'ai marqué créativité, mais il y a plein de façons différentes. Je vous en donne deux. Soit vous cherchez la rareté, donc c'est simplement vous regardez en fait à quel point la solution qui est donnée par l'individu est rare dans votre échantillon d'individus, donc elle est peu donnée. Donc c'est vraiment une idée originale, mais elle peut être toute pourrie. C'est-à-dire que elle est peut-être originale parce que différente des autres, c'est basé sur la fréquence, c'est une mesure objective, mais peut-être qu'elle n'est pas vraiment adaptée. Il n'y a pas ce critère d'adaptation. L'autre possibilité, c'est de faire un jugement, c'est-à-dire de demander à des experts, mais là on galère à trouver des experts de la tâche de l'œuf, ce n'est pas une expertise très courante, vous demandez à des experts d'évaluer la créativité. Et là vous avez tous les biais liés à l'expertise. C'était nos premières études, on est plutôt parti sur la question de la fréquence. Ensuite, en fait, on a changé la façon de faire, c'est-à-dire qu'on a essayé de s'adapter à ce que nous demandaient les reviewers. Et donc, on a plutôt travaillé soit sur des évaluations, soit sur un score qui s'appelle l'expansivité, qui est donc la capacité à sortir en fait, des catégories de fixation. C'est tout. Mais vous voyez, il y a une question de la mesure en créativité. L'avantage de nos travaux, je ne dis pas que la mesure est la bonne, mais on est les seuls à avoir fait une transparence totale sur la mesure et à avoir donné toutes nos catégories, toutes les choses. Et donc, si vous voulez toutes ces informations, on les donne avec plaisir. Donc on a un effet de stimulation de l'exemple, mais ça dépend de la nature de l'exemple. Si c'est original, on va pouvoir stimuler. Alors, quand on a découvert ça, on s'est dit « Ah, mais c'est génial !» Mais il y a des reviewers qui nous disent « Oui, mais c'est peut-être juste que vos exemples, certains sont plus abstraits que d'autres. » Et donc on s'est dit, on va être bien embêtés pour travailler là-dessus. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte, mais on s'est dit, mais en fait, on a une population particulière qui n'a pas la même fixation en fait, que les adultes, ce sont les enfants. Et donc un même exemple, l'exemple du parachute, qui n'est pas du tout abstrait, qui est plutôt concret, il est dans les catégories de fixation pour les adultes, mais il est en dehors pour les enfants. Et donc ça veut dire que si on suit notre raisonnement, si c'est bien la nature de savoir si c'est une idée classique ou une idée originale, c'est original pour les enfants. D'ailleurs, il y a des enfants qui ont gagné en Turquie un challenge sur ce truc-là en proposant un parachute, alors que c'est une idée hyper classique pour les adultes. Si c'est bien cette question de savoir si c'est en dehors de la fixation, on devrait avoir des effets opposés chez les enfants en donnant le même exemple. Et c'est exactement ce qu'on a fait. On a donné ce même exemple, en fait, qui est l'exemple du parachute, à des enfants ou à des adultes. Et on a eu un effet. On a fait un effet de diminution de l'originalité. Alors c'est vrai sur le nombre de réponses, le nombre de catégories différentes et sur le score d'originalité en termes de fréquence, donc plein de variables différentes. Une diminution chez les adultes, ça c'est ce qu'on avait prédit, et une augmentation chez les enfants. Donc le même exemple, qui est en dehors ou en dedans de la fixation, va avoir des effets différents en fonction de la fixation individuelle des enfants ou des adultes. Et ça, c'était un résultat qui était plutôt joli, avec
une nuance que je vous donne, qui est que chez les enfants, on n'a pas, autant chez les adultes, on avait réussi avec l'exemple créatif à vraiment stimuler une diversité d'exemples, une diversité de solutions qui pouvaient générer derrière. Autant chez les enfants, on a recréé une fixation. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas dit on va mettre du parachute, mais ils ont fait tout un tas de choses autour. On a vraiment ouvert une boîte qu'ils n'avaient pas eu l'habitude de faire. Et donc stimuler, chercher à sortir du cadre avec les exemples, c'est beaucoup plus difficile que de faire rentrer les gens dans un cadre avec ces exemples. D'ailleurs, je vous donne un exemple. On a été voir aussi des ingénieurs. 10 minutes. Il me reste que 37 slides, c'est bon. Vous inquiétez pas. On a fait exactement la même chose avec des ingénieurs versus des designers. Alors, c'est des designers qui sont dans une école de design où on leur apprend à briser les règles. Ils font que ça pendant 5 ans. Donc, on les a appris à la fin de la formation, au bout de leurs 5 ans. Pendant 5 ans, ils ont brisé des règles, ils ont appris à être créatifs, ils ont appris à revenir sur le sujet lui-même, le projet, à tout révisiter. Ils ont fait ça pendant 5 ans. Et quand on le fait avec la tâche de l'œuf, on se rend compte que les ingénieurs sont moins bons que les designers. Ça, c'est vrai. Vous leur redonnez un exemple, l'exemple du parachute, et c'est 5 ans d'expérience de design complètement neutralisés. Ils reviennent au niveau des ingénieurs. Donc, oui, ils sont meilleurs, oui, ils ont été ultra alternés, mais si vous faites fixer les gens en leur donnant un exemple, c'est hyper facile. Donc, je ne vous dis pas comment stimuler la créativité parce que l'exemple qui sort, ce n'est pas magique. L'exemple à l'intérieur de la fixation, par contre, ça fonctionne hyper bien. C'est-à-dire pour contraindre la créativité, il n'y a pas mieux. Donc vous voyez un petit peu aussi comment, à l'école, on peut effectivement avoir des difficultés si l'enfant n'a pas d'outils pour penser la créativité, si on ne lui a jamais appris ce genre de choses, pour pouvoir des outils qui lui permettent de penser et d'explorer des choses nouvelles. Et de la même manière, si l'enseignant va utiliser des méthodes qui marchent la plupart du temps, l'exemple, ça fonctionne très bien, mais qui peuvent être plus néfastes que positives, comme on peut le voir ici. Je vous dis 5 ans neutralisés en un exemple. Je ne vais pas rentrer sur le processus parce que ça, c'est plus du débat psychologique, mais c'est important de pouvoir travailler sur ces processus. Notamment, on a pu montrer que l'inhibition cognitive, donc cette capacité à résister à des automatismes, était positive pour la créativité. C'est-à-dire que ça permet de résister à la fixation. Je vous dis ce mot inhibition parce qu'en réalité, quand on parle de créativité, on nous disait tout le temps « oui, il faut être désinhibé, ça ne sert à rien l'inhibition ». Le problème, c'est l'inhibition. C'est juste qu'on ne parlait pas de la même chose. Il y a une différence entre inhibition sociale, je n'ose pas faire quelque chose parce que j'ai une crainte sociale, qui effectivement peut être néfaste pour la créativité, et le processus d'inhibition cognitive qui est important pour l'intelligence, le raisonnement, la capacité à résister à des automatismes. Et donc nous, on a pu montrer que ce processus d'inhibition cognitive, qui est fondamental pour le développement, l'est aussi pour la question de la créativité, et qu'on a besoin non pas d'être complètement désinhibé, mais d'être en mesure d'identifier ses propres fixations pour pouvoir y résister. Et donc il y a vraiment ce double processus d'identification de la fixation, de caractérisation de cette fixation, pour pouvoir ensuite être en mesure de la bloquer. Et ça, si on veut le dire en des mots simples, ce qu'on a montré là, c'est que l'intuition pouvait nous conduire à des blocages, c'est les effets de fixation, et qu'on va avoir dans le processus créatif quelque chose de beaucoup plus actif et de beaucoup plus coûteux cognitivement parlant pour pouvoir sortir du cadre. Voilà tout ce que je voulais vous dire sur les 17 prochaines slides. Donc je passe très très vite, mais je pourrais revenir sur ce processus d'inhibition et cette démonstration. Mais la démonstration n'est pas indispensable. J'aimerais vous parler un petit peu plus de comment pédagogiquement on peut mettre en place des choses. Il existe quand même des blocages sociaux aussi à la créativité. C'est-à-dire que, je vous l'ai dit, bien sûr, si vous imaginez, vous êtes avec l'ensemble de vos patrons, ils vous demandent d'être créatif et de sortir un truc hyper original. Là, on pourrait parler des émotions, mais vous avez une petite angoisse de dire une connerie ou de dire quelque chose qui va trop briser des règles. Il y a un petit jeu qu'on fait à l'école des mines pour travailler sur ces situations de conception, mais par exemple, vous prenez un objet has-been, genre les boîtes aux lettres, et vous faites définir en fait les choses aux gens. Alors à l'école des mines, ils adorent les ingénieurs, ils définissent ce que c'est qu'une boîte aux lettres. Puis ensuite, vous brisez un attribut en fait essentiel à cet objet. Vous dites bon, ok, maintenant on va travailler sur une boîte aux lettres sans lettres. Imaginez le mec qui va sortir ça à tous les patrons de la Poste devant vous.
il faut avoir un peu confiance. Vous voyez, socialement, c'est pas simple de dire, écoutez les gars, je pense que les lettres, c'est pourri, il faut qu'on fasse autre chose avec nos boîtes aux lettres. C'est comme ça, il brise un petit peu un truc de la même manière que celui qui dit on va s'asseoir par terre quand on conçoit une chaise, il a un truc. Donc ces blocages sociaux, ils existent. Ils ont été beaucoup documentés, hein. Il y a beaucoup de littérature sur les effets négatifs du brainstorming, pour une simple et bonne raison, c'est que comme on a tous les mêmes blocages cognitifs, dès lors qu'on va penser pareil, on va avoir tendance à renforcer en fait nos croyances. C'est-à-dire que s'il y en a un qui dit « Ah bah on n'a qu'à utiliser un matelas, ah bah oui, moi aussi j'ai pensé », et puis tout le monde en fait va dire, il y a un consensus qui se crée autour de ce truc-là. Mais il y a cette angoisse de l'évaluation et cet effet de l'évaluation, et ce que nous on a essayé de voir, c'est comment l'évaluation sociale, le fait qu'il y ait quelqu'un qui est en train de vous juger en fait de ce que vous êtes en train de faire, est-ce que c'est vraiment négatif ? Et comment ça fonctionne d'un point de vue développemental. Parce qu'on sait que les effets du contexte social, ça on le sait par rapport à d'autres littératures, n'est pas le même en fait chez les enfants, les adolescents ou les adultes. Les adolescents, par exemple, ont une hypersensibilité à la présence de leurs camarades qui vont les stimuler le réseau de récompense, les pousser à prendre des risques, etc. Et on ne retrouve pas ça chez les adultes, ou en tout cas beaucoup moins fortement chez les adultes. Donc il y a vraiment des spécificités développementales dans la sensibilité au contexte social. On a exploré cette question de l'évaluation récemment pour essayer de voir. Alors c'était hyper simple, on a des conditions hyper simples, hein. C'est qu'on reprend la tâche de l'œuf et puis on met à côté de la personne qui est en train de générer à haute voix, qu'on est dans une... Il génère à haute voix et à côté, vous avez quelqu'un qui est en train juste de noter. On ne lui a pas dit ce qu'on notait, on évalue la créativité simplement des idées qui sont en train de donner. Donc vous voyez un petit peu la pression qu'on crée chez les enfants. On pourrait croire que ça va complètement les inhiber, en fait, ce n'est pas exactement ce qu'on a observé. On a aussi observé une spécificité à l'adolescence par rapport à l'enfance. Vous faites ça à des enfants de 10-11 ans, effectivement, vous diminuez complètement la créativité. Ils sont complètement bloqués. Le simple fait que vous ayez quelqu'un à côté qui est en train d'évaluer, il ne parle pas, hein, il n'y a pas d'interaction, rien du tout, il est juste avec une feuille en train de noter les idées que les gens sont en train de générer à haute voix. Là, il y a une diminution complète de la créativité. Par contre, nos adolescents qui étaient plus en difficulté, ça les a hyper stimulés. Le fait qu'il y ait quelqu'un qui soit à côté d'eux, ça les a motivés à pouvoir donner le plus d'idées. Bon, ils rigolaient aussi beaucoup, donc ça les a plutôt stimulés. On n'a pas eu vraiment d'effet chez les jeunes adultes. Pour le moment, c'est intéressant comme effet. Le seul problème, c'est qu'on ne sait pas sur quel mécanisme ça joue. On ne sait pas si... Alors, par ailleurs, on a fait d'autres études qui montrent que ça stimule, en tout cas qu'on peut avoir des effets de stimulation de cette même situation sociale sur des processus de contrôle cognitif. Donc ça pourrait être là. Mais j'extrapole parce que je n'ai pas les liens et je n'ai pas encore les explications. Et le problème de nos résultats, et c'est pour ça qu'on a galéré en fait à les publier pendant un certain temps, c'est qu'il y a plein de modèles en psychologie sociale qui font des prédictions, mais que nous, on n'avait aucune de ces prédictions qui se réalisait. Donc on était dans une situation où je pouvais dire tel modèle prédit ça, tel modèle prédit ça, tel modèle prédit ça, mais nous on observe quelque chose qui n'a rien à voir. C'est normalement une situation où on devrait être hyper content, parce que justement le but du jeu des modèles c'est de trouver, de prédire, mais quand on ne prédit pas c'est informatif. Pour nos collègues c'est parfois un peu plus compliqué, et surtout qu'on a des difficultés à trouver des explications ou à pouvoir apporter complètement les explications. Mais en tout cas là c'est la première étude qui montre que dans une perspective développementale, il faut prendre en compte cette perspective développementale pour comprendre l'influence sociale qu'on peut avoir sur la créativité. Il me reste quelques minutes, normalement. L'idée, c'était de savoir ce qu'on peut faire en fait, à l'école. Je vous ai parlé plusieurs fois, j'ai glissé l'idée qu'il fallait outiller les gens à penser la créativité. Ça ne vient pas de nulle part, hein. C'est l'idée que en fait, les enseignants ne nous donnent pas juste des connaissances, ils nous donnent des façons d'apprendre à penser. L'enseignant, il doit aussi nous apprendre, c'est des métacognaisances très certainement, mais comment vous devez apprendre. C'est-à-dire que si vous prenez un enfant de 4 ans et que vous lui demandez d'apprendre quelque chose, il vous regarde, il sait. Il n'a même pas besoin d'essayer de travailler. Vous savez que vous allez devoir répéter à haute voix, séparer le matériel s'il y a une partie, écrire, faire tout un tas d'activités pour pouvoir apprendre. L'enfant de 4 ans, lui, il ne se connaît pas ces activités. Il n'utilise pas de moyens mémotechniques, il ne fait pas ça, lui, il pense qu'il sait. Parce qu'il n'a pas la connaissance de comment fonctionne sa mémoire. Ce qui est vrai sur la mémoire est vrai aussi sur la créativité. C'est-à-dire que si vous n'avez pas d'outils pour penser la créativité, si vous n'avez pas d'outils pour pouvoir justement gérer cette exploration, si on ne vous a jamais appris à le faire, vous n'êtes pas capable de le faire et ça vous met dans des situations d'inconfort. Tout à l'heure, je vous parlais de l'école des mines. L'école des mines, s'il y a bien un truc qu'on n'apprend pas aux ingénieurs en France au départ, c'est à faire de la créativité. On leur apprend à résoudre des problèmes, à définir des problèmes et à les résoudre. Donc dès lors que vous cassez un attribut du problème, là,
Là, vous les mettez effectivement dans une situation émotionnelle intense. Hein. J'ai fait pleurer des étudiants comme ça, je vous assure. C'est-à-dire, la chaise, là, ça remettait en question beaucoup trop de choses dans leur vie. Je suis d'accord que vous ne pensez peut-être pas à cette intensité émotionnelle, mais je vous assure, ça remet en question beaucoup de choses. Mais au bout de quelques semaines d'apprentissage où on les outille cognitivement pour penser ce genre de choses, là, ça change complètement. C'est-à-dire que là, ils aiment ça. C'est hyper agréable de le faire. Et d'ailleurs, les seuls qui ont essayé de faire ça à l'école, parce qu'il y a des gens qui ont essayé de faire ça, c'est les Russes. En Russie, ils ont testé pendant 2 ans en fait, une méthodologie qu'ils ont appliquée à l'école, justement pour apprendre des situations de conception aux élèves. Ils ont arrêté au bout de 2 ans, pas parce que ça ne marchait pas, mais parce que ça marchait trop bien. Et que les élèves se mettaient à remettre un peu trop en question un certain nombre de règles et le système lui-même. Donc il y a vraiment à penser aussi jusqu'à quel point on laissera les gens remettre en question le système et les idées. Bref, on a testé en fait plusieurs méthodologies pour essayer de stimuler la créativité. Je ne vous dis pas qu'elles sont toutes bien, il y a plein de choses en fait qu'on est en train d'essayer de mettre en place pour justement tester ça. Typiquement, quand on teste ça, on fait un pré-test et un post-test. Là, on a utilisé des tâches de créativité en pré-test et en post-test pour vérifier l'évolution qu'il peut y avoir. Vous allez voir, les effets ne sont pas bouleversants, mais on a testé une procédure qui consistait à travailler sur la défixation, c'est-à-dire identifier la fixation, leur donner aussi une connaissance sur les processus cognitifs. On ne leur donne jamais d'idées, mais juste l'outil pour penser. Donc on leur dit, il y a des premières idées qui viennent super rapidement, vous donnez vos premières idées hyper rapidement, ok, on catégorise ces idées, c'est-à-dire qu'on les regroupe ensemble, et on les met de côté, on essaie d'aller explorer des choses qui n'ont rien à voir avec ça. Donc on travaillait comme ça avec eux, à la fois sur la vitesse de la pensée et à la fois sur le système de catégorisation. Un brainstorming, qu'ils ont adoré le brainstorming. Ils ont adoré le brainstorming. Alors on a utilisé toute la règle du brainstorming, etc. Et la méthode des enseignants, qui était la méthode à la manière d'eux, qui consiste à donner un exemple, en fait, et puis à reprendre cet exemple un petit peu différemment. On a fait des ateliers en fait de rédaction, c'est-à-dire qu'on leur proposait, c'était un problème des profs, c'est les profs qui nous donnaient en fait ce problème. On travaillait avec eux et on faisait des ateliers en fonction des différentes méthodologies. Donc on a eu 5 ateliers qui n'ont rien à voir avec la tâche de l'œuf ou des tâches de créativité classiques. C'était vraiment les profs qui les ont créés. Par exemple, on leur demandait de faire une dissertation originale sur ce que pourrait être une école fantastique. Pour vous illustrer les différences de fixation, quand on a commencé à travailler sur l'école fantastique, nous, tout de suite, on a pensé à Harry Potter, tout ça, etc. Et on pensait qu'ils allaient penser ça. Pas du tout. Rien à voir. Vous dites à des enfants de CM1 une école fantastique, ils pensent à on a la récréation, on a des boissons, on a des bonbons partout, etc. Ils ne pensent pas du tout à la même chose que nous, juste pour vous montrer comment on peut appréhender différemment les problèmes et donc du coup générer des choses qui sont un peu inattendues. Bref, on a fait 5 ateliers sur lesquels on leur transmet en fait cette méthodologie parmi les différents groupes et on les aide simplement, on ne leur donne pas d'idées, c'est vraiment on travaille avec eux. Alors pour la défixation, on avait un arbre à idées où on identifiait les idées, les premières idées qui venaient à l'esprit, et puis on sortait un petit peu du cadre. Ils avaient leur propre arbre. C'était des situations un petit peu cognitives. Vous voyez là le brainstorming où chacun pouvait générer son idée, pouvoir aller mettre son petit post-it, etc. Et vous avez, alors c'est beaucoup plus triste, hein, j'avoue, vous avez beaucoup moins visuel, mais à la manière d'eux. Donc on leur donnait un texte en fait sur lequel en fait ils pouvaient s'inspirer. On a fait 2 types d'analyses. Les 2 types d'analyses en fait convergent de la même manière, c'est-à-dire que on a le même type de résultat quand on analyse leur capacité à générer des idées pour leur rédaction, donc les tâches scolaires, que pour ce qui se passe entre le pré-test et le post-test, où il n'y a pas on n'a jamais travaillé sur la tâche de l'œuf, on n'en a jamais parlé avec eux. C'est vraiment juste une tâche qui est non reliée. Donc, je vous présente rapidement ces premiers résultats qui mériteraient d'avancer un petit peu plus. Mais typiquement, dans les groupes à la manière d'eux, en fait, entre le pré-test et le post-test, il y a une différence. Ils génèrent beaucoup plus d'idées, c'est assez spectaculaire d'ailleurs, mais en fixation. C'est-à-dire qu'ils deviennent plus fluents, mais pas du tout des idées originales, créatives, plutôt des idées en fixation. Et ça, on l'a observé sur la tâche de l'œuf, mais au sein des ateliers aussi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un changement. L'utilisation de cette méthode est géniale pour générer de la fixation, progressivement. Si vous prenez le brainstorming, il n'y a pas d'effet entre le pré-test et le post-test. Par contre, il y a un effet spectaculaire entre le premier atelier et le 2e, 3e, 4e, 5e. C'est que vous avez un boost aussi du nombre de réponses, mais clairement de la fixation. Franchement, dès le 2e atelier, il y a déjà ce boost sur la fixation. Ils sont
ils proposent beaucoup d'idées, mais hyper classiques et hyper proches les unes des autres. Donc c'est vrai, sur la tâche de l'œuf, on ne le voit pas entre le pré-test et le post-test, mais dans les rédactions, c'est hyper marquant. La seule qui a réussi, mais qui n'est pas parfaite, hein, qu'on voit au fur et à mesure des ateliers réduire la fixation, donc vraiment réussir à mettre de côté un certain nombre d'idées et pouvoir stimuler un petit peu l'exploration, c'est la méthode de défixation avec nuance. Le résultat n'est pas du tout spectaculaire, mais il existe. Et il faut garder à l'esprit que ça demandait aux enfants, après 5 semaines d'intervention qui durent 1 heure maximum, donc on a 1 heure pendant 5 semaines, de s'approprier une méthode qui initialement est prévue pour les ingénieurs de l'école des mines, pour pouvoir la retranscrire derrière et la réutiliser. Donc là, on est en train d'essayer à la fois de développer de nouveaux outils et de même s'inspirer d'autres outils. Hein. On a utilisé cette méthode de défixation, mais on essaye de le faire un petit peu plus. Cette fois-ci, pas sur des problèmes scolaires, mais sur des problèmes avec des enjeux sociétaux. C'est-à-dire qu'on essaye d'introduire la question de la créativité, par exemple sur des enjeux d'écologie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'attend à ce que les enfants, peut-être un jour, soient capables de proposer des solutions un petit peu différentes pour résoudre nos problèmes écologiques que nous n'avons pas résolus. Et la seule chose qu'on leur donne, c'est la possibilité de choisir parmi des solutions toutes faites qu'on leur propose. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de travailler avec eux pour leur apprendre à penser le problème différemment et à explorer des solutions par eux-mêmes. C'est un vaste projet, je ne sais pas si on changera le monde avec ça, c'est l'ambition du projet, mais au moins de doter les enfants d'une capacité de générer des solutions différentes et de repositionner les problèmes eux-mêmes. C'est un petit peu ce qu'on est en train d'essayer de faire, donc pour essayer de stimuler la créativité à l'école. Voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire sur la créativité. Je termine juste sur un truc. La promotion de notre association, où on doit être au moins 7 personnes dans cette association. Mais non, c'est juste que si vous avez... on a publié beaucoup de choses sur la créativité en français, parce que tout le reste est en anglais. Donc on a publié beaucoup d'articles de vulgarisation sur ce site du Corécré, et on essaye aussi de faire de la médiation scientifique. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller directement sur ce site-là. Merci beaucoup. Alors moi, je ne connaissais pas du tout ces choses-là, j'ai jamais entendu parler, je trouve ça très intéressant. Et il y a une chose qui me pose problème, c'est quand tu utilises le mot créativité, des fois tu utilises le mot originalité. Or, en fait, ce n'est pas forcément la même chose, parce qu'on peut être créatif en étant un petit peu original ou très original, voire pas original. C'est-à-dire, je peux résoudre un problème en étant créatif, c'est-à-dire j'utilise quelque chose qu'on n'utilise pas habituellement ici, mais ce n'est pas original parce qu'on l'avait utilisé ailleurs. Donc quel est le lien entre créativité et originalité ? Un siècle de débat minimum. Non, je suis complètement... C'est tout le problème en fait avec la créativité. J'ai plus l'impression de travailler sur la générativité que sur la créativité. Non, la créativité, la part essentielle, c'est cette notion d'originalité. Mais l'originalité, tu l'as dit, ça peut être d'aller chercher une solution dans un autre contexte qui permet de revenir. Je vais, par exemple, l'invention du premier tunnelier qui permet effectivement de créer des tunnels. En fait, on la doit à une observation chez un petit ver, en fait, qui, au fur et à mesure où il creuse le bois, en fait, crée une espèce d'enzyme qui permet de protéger au fur et à mesure. Et donc, je ne sais plus quel ingénieur anglais va avoir cette idée de reproduire ça à l'échelle d'un tunnel, et donc au fur et à mesure en fait, où on va percer, on va avoir toute une armature qui va protéger au fur et à mesure. Ça, c'est hyper original et c'est hyper créatif. C'est-à-dire que on ne faisait pas du tout comme ça. C'est-à-dire que l'usage n'était pas du tout de faire comme ça. C'était problématique. Il va chercher quelque chose, une connaissance très éloignée qui va rapporter. Ça, pour moi, c'est typiquement extrêmement original. Est-ce que pour toi, ça l'est ? Ça, j'en sais rien. Est-ce que c'est... Donc, tu vois, nous, en créativité, on va considérer que l'originalité, c'est quelque chose de différent qui n'était pas habituellement utilisé dans le contexte. C'est pour ça que cette question de adapter au contexte, elle est aussi... elle se pose vraiment à tout un tas de situations. C'est la définition consensuelle, mais sur laquelle il n'y a pas de consensus en réalité, parce que qu'est-ce qui est adapté et qu'est-ce qui ne l'est pas ? Par exemple, si tu prends l'iPhone, n'était pas le projet initial. Le projet initial, c'est l'iPad. Et au fur et à mesure du projet, ils finissent par diverger sur l'idée de faire un téléphone parce qu'ils sont en galère technique sur la possibilité de réaliser en fait une tablette plus grande. Bon, c'est pas adapté au problème qu'on a posé initialement.
On aurait pu dire, stop, on ne fait pas ça, le problème, on l'a bien défini, c'est la tablette, on continue sur la tablette. Et on n'aurait pas l'iPhone. Vous imaginez le monde dans lequel nous vivons. Et tu as plein comme ça, en fait, de situations où les gens creusent, développent des connaissances, explorent des concepts, et tu te rends compte, en fait, qu'ils en oublient même, en fait, le problème initial parce qu'ils ont réussi à avancer sur des choses qu'ils sont capables d'identifier. Et être capable d'identifier à ce moment-là les choses, c'est hyper intéressant. Mais ça pose aussi la question de serendipity ou de la découverte, je sais pas, la pénicilline. C'est au-delà même de ce que tu es capable de produire, il y a de ce que tu es capable de détecter dans ce qu'il fait. Il y en a plein d'autres qui avaient découvert ça avant, ou en tout cas qui étaient passés complètement à côté, surtout qu'ils ne l'avaient pas vu. Il fallait pouvoir le détecter et le voir pour pouvoir produire quelque chose d'original. Et j'ai un bel ouvrage sur toutes les découvertes hasardeuses qu'on a pu faire en sciences, qui sont très efficaces. Donc je suis d'accord avec toi, on a une limite qui est... et on peut aussi, on le dit souvent, être créatif dans la fixation. Il y a peut-être d'autres types de créativité. Nous, on a une version d'exploration, plus de ta capacité à explorer vraiment des choses très différentes, mais tu peux avoir des éléments subtils original, y compris dans tes voies de fixation. C'est plus la créativité de rupture, où tu romps vraiment avec l'identité de l'objet, ou plutôt incrémental, où tu vas aller rajouter des attributs originaux. Mais c'est un souci. Non, question ici. Oui, j'avais une question. Je vous remercie pour votre exposé. Je suis un enseignant retraité, formateur, et votre problématique me renvoie 20 ans en arrière, à l'époque où on essayait d'initier à l'école primaire les situations problèmes. Et bon, ça fait long feu. N'empêche que ça renvoie au fait qu'à l'école, on n'apprend pas aux élèves, enfin, on ne met pas les élèves dans des situations complexes. Et qu'on est toujours sur... l'école ne répond pas du tout aux questions complexes que se posent les élèves. En revanche, elle répond à des questions qu'ils ne se posent absolument pas. Donc il y a un dysfonctionnement total, peu de marge de manœuvre, peu de liberté, et c'est du simple au complexe. Alors qu'en fait, l'enfant est presque automatiquement, dès sa naissance, plongé dans un monde complexe. Ce qui lui donne effectivement beaucoup de liberté possible, d'action et de créativité. Or, l'école, elle est extrêmement modélisante. Bon, fixation, etc. Mais on les modélise, quoi. Ce qui conduit à l'école des mines à des clones. Vous avez des clones. Je ne suis pas à l'école des mines. C'est pour ça que j'y suis passé un temps, mais je n'y suis plus. Oui et non. C'est-à-dire que l'école elle-même est capable et je peux vous donner plein d'exemples, de pouvoir justement offrir des espaces où on va pouvoir penser cette génération. J'ai tout un groupe d'art plastique qui le fait, et c'est pour ça que ça devrait être le rôle, j'espère qu'il n'y a pas trop de profs d'art plastique dans la pièce, mais pour moi, ça devrait être le rôle, c'est un avis personnel, ça devrait être le rôle de l'art plastique, c'est-à-dire pas simplement d'apprendre à utiliser les objets artistiques ou la technique, mais véritablement d'apprendre à penser l'art. Parce que on pourrait discuter de l'art moderne, etc., mais dès lors, enfin, on est vraiment dans des situations de conception où vous allez pouvoir vraiment, on va pouvoir tout modéliser de cette façon avec ces situations. C'est-à-dire que quand Duchamp met une pissotière dans un musée, je peux vous dire que là, il brise un attribut fondamental de ce qu'est un musée. Et il redéfinit complètement le problème. Et l'art a cette vocation-là, mais c'est pas perçu, en tout cas, c'est pas comme ça qu'on l'apprend, puisqu'on se concentre beaucoup sur la technique. Oui, sauf que vous associez la créativité à l'art, et moi je l'associais plus largement. La créativité, elle est partout. D'ailleurs, on voit bien à l'école maternelle, où il y a un peu moins de fixation et plus de place laissée au jeu, comment les enfants résolvent des problèmes. Après, c'est un travail énorme de l'enseignant qui va mettre en place des dispositifs d'apprentissage, parce qu'il sait exactement ce qui est visé comme compétence derrière. Eh bien ça... Dès lors que l'élève arrive à l'école primaire, bon, ça tombe et c'est extrêmement normalisant. Et on laisse tomber tout ça. Il y a moins de place laissée au jeu. Et par exemple, une situation mathématique, si on voulait bien voir les mathématiques comme un énorme jeu, en fait, de résolution,
on aurait plus de mathématiciens en France et beaucoup plus de scientifiques si on leur apprenait à se poser des questions. Comment se fait-il que la flaque d'eau, alors qu'il fait que 10 degrés dans la cour, elle a disparu? Alors qu'on m'a toujours appris que l'eau, elle s'évaporait à 100 degrés. Enfin, bref. Eh bien ça rejoint des problématiques que de grands scientifiques avaient soulevées, quoi. À l'école primaire, il faut vraiment qu'on revienne à ça, quoi. C'est-à-dire que c'est des vraies situations de problèmes, pas forcément liées à l'art, mais la créativité, elle est vraiment partout, partout, partout. Je suis complètement d'accord, hein, mais vous prenez en mathématiques, la plupart du temps, c'est très compliqué d'expliquer qu'en mathématiques, on peut être créatif, parce que pour pouvoir être créatif en mathématiques, il faut avoir un certain niveau de mathématiques. Et donc forcément, c'est toujours ce rapport à la connaissance, c'est compliqué, mais il y a tout un travail qui est fait sur les mathématiques où on essaye de faire ce que vous êtes en train de supposer, c'est-à-dire de rendre concrète un certain nombre de situations de problèmes. Il y a un autre écueil, c'est que par exemple pour les objets mathématiques, il y a des choses qu'on ne peut pas se représenter. Si je vous demande de vous représenter un carré négatif, un nombre complexe, c'est fini. Si vous avez passé 10 ans à essayer d'apprendre à l'enfant à se représenter des maths, vous lui dites un carré négatif, impossible de se représenter cet objet mathématique. Et donc on est dans cet espace des imaginaires où là on a brisé un attribut extrêmement fort. Et il y a en tout cas dans les mathématiques à l'école, en tout cas moi j'ai ce questionnement, mais mes collègues ne l'ont pas forcément sur ces choses-là. Vraiment, ceux qui réussissent sont beaucoup ceux qui ne se posent pas ces questions-là. C'est-à-dire qui vont appliquer bêtement et qui ne vont pas réfléchir à l'origine et à comprendre l'ensemble des choses. Je vous assure qu'à l'école des mines, les meilleurs appliquent, ils sont très très forts pour appliquer. Donc je suis d'accord avec vous, il va falloir, la créativité, elle n'est pas du tout dans l'art. Hein. Moi, elle a une porte d'entrée à l'école dans l'art, puisque normalement c'est ce qu'on devrait faire complètement. Mais c'est pas comme ça que c'est fait. Mais elle a une porte d'entrée ailleurs, hein, dans les sciences, dans la littérature, là c'était sur la production d'écrits, où il y a du théâtre aussi, enfin elle est partout en fait la créativité. Il faut juste que à la fois les enseignants soient au courant de ce dont on parle, c'est-à-dire que la formation des enseignants est un vrai souci, c'est-à-dire que je vous parlais des modèles linéaires, qu'on dépasse les modèles linéaires. Aujourd'hui, dans les INSPE, où il y a beaucoup de ça en fait, et il y a très peu de psychologie et de moins en moins de psychologie dans les INSPE. Et si on ne dote pas en fait les gens d'outils pour penser les choses, on ne pourra pas, quel que soit le domaine. Je pense que tu as dit quelque chose qui était intéressant, c'était aussi le fait que, par exemple, tu as utilisé mathématiques, mais c'est pour d'autres aspects. Dire aux gens, soyez créatifs sur un problème, et faire comme s'il n'y avait pas de connaissances avant, c'est une situation un peu différente, parce qu'au contraire, tu peux avoir toute une connaissance dans un domaine, une connaissance de la vie, et après devenir créatif par rapport en utilisant quelque chose. Et je pense que des fois, il y a dans ce qui est présenté, il y a cette notion peut-être qui est un peu confuse, qui est on fait comme si il n'y avait rien au départ. C'est-à-dire c'est un truc qui sort comme ça, or c'est pas forcément ça. Mais tu as complètement raison. Tout le champ de la créativité s'est construit véritablement sur l'idée que la créativité est une caractéristique intrinsèque de l'individu. En tout cas, beaucoup. Et le rapport à la connaissance, en tout cas expérimentalement, il n'a quasiment jamais été pensé, si ce n'est à dire, bon, il faut un peu de connaissance, mais il n'en faut pas trop. Voilà, je te résume 20 ans de recherche sur ça. Ce qui est un peu surprenant, parce que du coup, ça fait qu'on fait des tâches fermées, par exemple. On a fait une expérience qui est rigolote, c'est que dans le modèle en fait, qui est développé à l'école des mines, il faut aller faire une expansion de connaissances. Donc il y a deux possibilités, soit tu vas chercher des connaissances nouvelles que tu n'as pas, donc tu es obligé d'aller chercher, différentes et variées, soit tu es capable d'activer des connaissances qui n'étaient pas activées parce qu'elles n'étaient pas drivées par le problème, mais que tu les as. On a proposé cette tâche de l'œuf et on a donné en fait, des ordinateurs à chaque étudiant. On leur a dit, vous avez un accès à Internet, vous faites ce que vous voulez. Sur les 60 étudiants qu'il y avait dans la salle, il n'y en a pas un seul qui a ouvert l'ordinateur pour explorer les connaissances. Aucun. Ils étaient persuadés de deux choses. D'une part, qu'ils avaient toutes les connaissances dont ils avaient besoin pour résoudre la tâche. Et d'autre part, que d'aller chercher des connaissances, c'était tricher. Pour eux, c'est tricher. C'est s'inspirer de choses qui existent déjà. C'est aller... Et c'est dommage parce que
tu sens bien que tu as besoin d'aller chercher des connaissances sur l'œuf, sur ses propriétés, qu'est-ce qui se passe quand tu le mets dans du vinaigre, quelles sont plein de choses en fait. Tu peux aller sur la chute des corps, sur tout ça. Bien sûr qu'il faut aller chercher des connaissances, mais que d'une part dans les tâches de créativité, personne ne le demande, mais quand on le demande, quand on le propose, spontanément les gens n'ont pas envie de faire ça parce qu'on considère encore que la créativité est quelque chose de personnel et que aller chercher une idée ou s'inspirer ou c'est copier ou et c'est pas créatif. Alors que là, je pense qu'en art et en cinéma, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc tu as montré les études sur l'effet d'avoir quelqu'un à côté ou l'effet brainstorming, donc plusieurs personnes, des raisonner tous ensemble. Est-ce qu'il y a des études ou tu as fait toi-même des études sur l'effet du temps, donc la contrainte du temps pour la créativité? Alors, il y en a plein. Et on sait bien que les premières idées qui viennent à l'esprit, elles sont rarement créatives. Il y en a certains qui sont capables de le faire. Donc, on a fait des études sur le temps. Et l'effet classique qu'on voit, c'est vraiment les premières idées ne sont pas créatives. Et après 7-8 minutes, tu commences à avoir une augmentation. Donc, tu as une espèce un pic d'idées pas terrible. Ensuite, ça diminue au fur et à mesure. Et puis, ça finit par réaugmenter. Ça, c'est l'effet assez classique de ce qu'on a sur le temps. Mais on est en train de travailler un tout petit peu plus finement sur cette histoire du temps. Actuellement. Mais il y en a certains qui sont capables de générer une idée originale d'emblée comme ça de manière très intuitive. Ils ne sont pas nombreux, ils sont 10%, mais ils sont capables de le faire.